Hello, hello, j'espère que vous allez bien et nous revoici donc ce lundi matin. Enfin, je ne sais pas si tu écoutes, remarque cet épisode lundi ou un autre jour de la semaine, mais nous revoici ensemble pour un nouvel épisode. Alors, je vais te reparler de la multipotentialité parce que c'est un sujet dont j'ai parlé il y a un peu plus d'1 an. J'en ai pas trop parlé entre-temps et je pense que c'est important de le remettre au goût du jour. Déjà, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai écrit plusieurs livres au sujet des atypies et notamment certains où je parle de la multipotentialité. Il y a femmes ou multipotentielles, mais là c'est plutôt pour parler en fait des potentiels différents, comme le potentiel sensible, émotionnel, intellectuel. Donc c'est bien en 2 mots, multipotentiel, et où je parle un petit peu de la multipotentialité dedans. Mais il y a surtout femmes hyper passionnées, où je parle vraiment de la multipotentialité et comment on peut finalement passer de l'hyperpassion à la multipassion, à la multi en fait potentialité. Donc le but étant de faire de vos passions un levier de transformation. C'est aux éditions Jouvence, si jamais ça t'intéresse. Donc c'est un sujet que j'ai vraiment développé, puisque j'ai même créé une formation pour accompagner les profils en fait atypiques et multipotentiels. Et je sais que beaucoup parmi vous, en fait, vous allez vous interroger. Oui, je sais, je passe du tutoiement au vouvoiement, si t'as pas l'habitude. C'est comme ça, c'est une catastrophe à chaque fois que je fais sur les réseaux sociaux ou sur les podcasts, je peux pas m'en empêcher. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Donc, on va reparler de la multipotentialité. Déjà, parce que je sais pas combien parmi vous ont écouté ou lu mes livres, enfin en tout cas... Est-ce qu'on est tous d'accord sur ce que c'est, que ça n'est pas? On va reprendre la définition officielle parce que pour moi c'est hyper important, toujours pareil, qu'on sache de quoi on parle. Parce que parfois, je ne sais pas si tu en es déjà rendu compte, mais il y a des gens, ils se prennent la tête, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même définition du même mot et qu'ils utilisent en fait le même mot pour des choses différentes. Il y a des prises de tête comme ça et des problèmes de communication juste à cause des définitions. Petit aparté, quand je faisais beaucoup de médiation familiale et donc que j'accompagnais des couples, combien de fois je me suis dit, allez, vous savez pas, on va prendre le dictionnaire et on va se mettre d'accord en fait sur la notion de mot. Et il y a des gens, ils sont assez drôles parce qu'on a beau leur lire la définition, ils vont vous dire, ouais mais pour moi ça veut pas dire ça. Oui, mais le souci dans ces cas-là, c'est qu'on ne se comprend plus si chacun met une définition différente en fait sur le même mot. Donc, qu'est-ce que c'est la multipotentialité? Alors, ça désigne la capacité et la préférence d'une personne à exceller dans 2 ou plusieurs domaines différents. Donc, c'est pas le fait d'être plus ou moins bon dans plein de domaines. Non. Ça veut dire, en fait, dans la multipotentialité, ça veut dire qu'on a du potentiel. Alors, c'est vrai que le souci, c'est qu'est-ce qu'on met derrière exceller. Donc, pareil, il faut reprendre toutes les définitions. Mais exceller, c'est quand même avoir un niveau au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que entre 0 et 10, c'est quand même avoir un niveau au-dessus de 8. D'accord? Donc tout le monde ne peut pas se dire multipotentiel. C'est pas parce que vous avez plusieurs en fait passions, parce que vous avez une grande curiosité, que vous êtes multipotentiel. Et là, je pense que les réseaux sociaux, ou en tout cas, je sais pas, certains influenceurs ont peut-être malheureusement utilisé ce terme un petit peu à tort et à travers. Et c'est pour ça que ça lui a fait du tort, parce qu'à un moment donné, les gens se sont dit, ça va, tout le monde est multipotentiel. Ah oui, effectivement, si c'était juste la définition de s'intéresser à plusieurs sujets, plusieurs thématiques, bah oui, en général, les gens sont multipotentiels dans ces cas-là. Donc ce n'est pas du tout ça. Alors il faut être souvent motivé par une grande curiosité, une grande soif d'apprendre en fait de manière constante. Il faut s'épanouir dans la diversité, dans les divers centres d'intérêt. C'est pas toujours le cas. Il y a des personnes, notamment, alors pas toujours, bien sûr, pas de généralité encore une fois, mais chez les personnes autistes, elles ont un centre d'intérêt assez restreint en général. Je dis bien en général, donc c'est pas 100%, me dites pas, ah non, moi j'ai un code A, c'est pas ça. Non, voilà. Mais voilà, c'est vraiment passer parfois peut-être du coq à l'âne en fait. Donc on va dire que contrairement par contre à un spécialiste en fait qui va se concentrer sur un seul champ, ben, la personne multipotentielle, elle s'intéresse à de multiples sujets qui n'ont pas forcément en fait de lien entre eux en fait. Et au-delà de s'intéresser donc à plusieurs sujets, la personne multipotentielle va les explorer en profondeur et va donc devenir même expert dans plusieurs d'entre eux, sans se limiter justement donc à une seule passion ou à une seule carrière. Et les personnes multipotentielles ont des difficultés notamment pour se poser dans un seul métier. Alors qu'est-ce que veut dire être expert? Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait est parfait,
ça veut dire qu'on en sait plus que la majorité des gens. C'est un peu cette fameuse courbe de Gauss, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le haut en fait du panier, et donc vous êtes dans les, on va dire, 10% restants qui en savent plus sur le sujet. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des personnes qui n'ont pas forcément un diplôme officiel, on aime beaucoup les diplômes en France, mais il y en a qui n'ont pas de diplôme officiel dans un domaine de compétences et qui sont pourtant plus experts que certains qui ont fait des études dans ce domaine. Voilà, donc, et ça, on s'en est rendu compte aussi quand même avec les réseaux, il y a des gens qui sont vraiment passionnés. Il y a des journalistes, par exemple, qui sont multipotentiels parce que c'est un métier où on va retrouver beaucoup de personnes multipotentielles parce que c'est un métier qui demande finalement à s'intéresser à plein de sujets et à creuser quand même ces sujets sur une plus ou moins longue période. Et ils en deviennent même experts parfois. Voilà, donc on n'est pas toujours expert de tous les sujets qu'on creuse, bien évidemment. Donc, on retrouve ce profil de la multipotentialité beaucoup chez les atypiques. Est-ce que les atypiques sont multipotentiels ou est-ce que tous les multipotentiels sont atypiques? On me pose souvent cette question et la réponse est non. Déjà, la multipotentialité n'est pas reconnue aujourd'hui, on reste bien humble de nos connaissances puisque les neurosciences avancent constamment, mais ce n'est pas reconnu comme une neuroatypie. Je rappelle que la neuroatypie, c'est un fonctionnement en fait du cerveau qui est différent d'une norme donnée. Donc la multipotentialité n'en fait pas partie. On pourrait juste dire que ce sont des personnes qui d'une part sont très curieuses, mais en plus ont des capacités, des compétences. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas atypiques et qui ont plein de capacités, de compétences, qui les développent, qui sont des vrais bosseurs, qui ont des facilités, bref, voilà, sans pour autant être HPI ou THPI. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément HPI, ça aussi il y a beaucoup d'amalgames. On a des fois la sensation que la personne, comme elle réussit bien académiquement parlant, forcément elle est HPI. Mais pas du tout. Donc ça n'a rien à voir. Par contre c'est vrai qu'on peut le retrouver. Pourquoi? Parce qu'il y a des similarités. On va en reparler. Donc c'est des profils effectivement qui vont valoriser, comme je dis, la polyvalence, qui sont aussi, ont cette capacité je pense de s'adapter beaucoup plus que d'autres personnes, qui arrivent aussi à faire une connexion entre les diverses sources d'expertise dans leurs divers centres d'intérêt. Et ça, c'est une véritable plus-value quand même. Mais ça peut, c'est vrai, générer quelques problématiques. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, on a vu la définition, dans un second temps, on va parler de toutes les idées reçues qu'il y a sur la multipotentialité. C'est vraiment essentiel de déconstruire toutes ces idées reçues. Donc j'ai essayé déjà un petit peu dans cette définition. Et on va essayer de voir donc les principales, qui sont souvent basées, je pense, sur des perceptions erronées de la société dans laquelle on vit, qui valorisent beaucoup la spécialisation unique, alors que finalement très peu de personnes sont dans la spécialisation unique. J'ai essayé de faire une petite liste, et bien sûr elle est non exhaustive. Première idée reçue, c'est de penser que les personnes multipotentielles sont instables ou indécis. Alors absolument pas, absolument pas. On a la sensation que c'est des personnes qui changent tout le temps de cap, qui perdent leur temps, qui sautent un peu du coq à l'âne, d'un intérêt à un autre. On y voit presque une immaturité en fait derrière ça. C'est super difficile parce que du coup, on se dit que c'est des personnes qui sont incapables de s'engager et sur lesquelles on ne peut pas compter. En réalité, c'est pas du tout de l'instabilité. C'est une façon d'explorer en profondeur juste plusieurs passions. Le problème de cette idée reçue, c'est que ça va renforcer un point de douleur qui est majeur pour ces personnes, c'est le regard des autres. Parce que c'est difficile, si on est perçu par notre entourage ou la société ou dans le monde du travail comme une personne peu fiable, en fait. Ça peut éroder la confiance que vous avez en vous et compliquer vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et puis, en fait, ça va aussi alimenter cette croyance qu'on ne peut pas vous faire confiance, que de toute façon, vous n'arrivez pas à vous poser, que c'est comme ça, que ça fait partie de vous, alors que pas du tout. Il y a des personnes multipotentielles qui se posent pendant des années dans une carrière professionnelle ou dans leur relation, et ça ne pose pas de problème. Deuxième idée reçue, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais c'est ils ne sont pas de vrais experts. Je pense que ça, c'est par contre une vision assez française, européenne, que je ressens pas du tout moi en vivant au Royaume-Uni ou quand je lis des écrits ou des témoignages outre-Atlantique, Canada, Québec ou aux États-Unis. En fait, le souci, c'est que en France, je parle plutôt de la France parce que j'ai quand même vécu pendant longtemps, donc je connais un peu la manière de penser. On pense que les personnes multipotentielles, en fait, comme elles sont touche à tout, c'est superficiel. Qu'elles sont sans réelle expertise, en fait. Parce que on pense que c'est
parce qu'on se spécialise dans un domaine qu'on en devient expert. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que justement, chez les personnes multipotentielles, elles atteignent un haut niveau dans plusieurs champs de compétences. Mais ça, c'est vraiment incroyable. Parce qu'en France, si par exemple, je vous donne un exemple, vous avez un doctorat, je ne sais pas moi, un doctorat par exemple en physique. Tout le monde va se dire, ben voilà, franchement, il doit être très bon dans son domaine parce qu'il a quand même un doctorat en physique. C'est peut-être le cas ou peut-être pas le cas. Par contre, si vous avez un doctorat, imaginons, en physique, en psychologie, en sciences d'éducation, ou je sais pas moi, puis après vous êtes très très bon en sport, et bien d'un coup, c'est comme si vous perdiez en valeur. Le fait de toucher à tout, vous perdiez en valeur. Et c'est vraiment culturel. C'est vraiment, vraiment culturel. Donc ça, c'est vraiment une idée reçue, encore une fois. Troisième idée reçue, tous les multipotentiels sont donc brillants et réussissent facilement. Ah ouais, on a tout le contraire. Ça c'est toujours pareil, hein. Soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. Donc ça aussi, c'est une fausse croyance. Bien sûr, c'est pas du tout des génies. Comme je le disais précédemment, les personnes multipotentielles ne sont pas forcément au potentiel intellectuel, absolument pas. En fait, ils ont une autre forme d'intelligence. C'est une forme de polyvalence dans l'intelligence. Et ça peut pas forcément toujours mener au succès. Et encore plus quand on est, comme je l'ai dit précédemment avec l'idée reçue précédente, on a la sensation que la personne, comme elle touche un peu à tout, c'est comme si elle s'éparpillait. Et donc elle n'était experte de rien. Du coup, c'est pas forcément facile, justement, de mettre en avant ses compétences. Et qui dit expert ne veut pas forcément dire brillant. Ça veut dire que, oui, on a un certain niveau, un niveau au-dessus de la moyenne, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément brillant, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on a des facilités non plus. On peut ne pas avoir beaucoup de mémoire, on peut ne pas comprendre certaines choses, on peut ne pas du tout être bon par exemple en maths, en français, dans des choses très académiques, mais être extrêmement bon, je ne sais pas, pour organiser un voyage par exemple, pour organiser des anniversaires surprises, des choses comme ça, qui ne sont pas vraiment mis en valeur dans la société. Quatrième idée reçue, la multipotentialité est un trouble et une excuse pour l'échec. Ça aussi, j'en entends souvent parler. Parce qu'il y en a qui s'en servent pour excuse, en fait, c'est vrai. Par exemple, il y en a qui vont se dire, mais c'est parce que je suis multipotentielle que je me suis jamais posée, en fait, dans ma vie professionnelle. C'est parce que je suis multipotentielle que je n'arrive pas à atteindre un certain niveau. Enfin, pas du tout. Je pense que là, il faut aller peut-être chercher d'autres causes. C'est quelque chose dont je parle justement dans mon accompagnement sur femmes atypiques et multipotentielles, où je vous accompagne de passer de l'éparpillement justement à la multipotentialité. Mais ça peut être aussi d'origine, par exemple, comme le TDAH, en fait. Derrière, il y a peut-être un TDAH, et c'est pas lié à votre multipotentialité. Hein. Donc, non, c'est un mode de fonctionnement qui est normalement, en fait, positif, la multipotentialité, d'accord ? Si vous vous éparpillez, ce n'est pas parce que vous êtes multipotentiel. Il y a d'autres raisons derrière. Et donc, ne vous cachez pas derrière ce terme qui a l'air très sympathique, pour expliquer certaines difficultés. Les multipotentiels, en fait, en soi, ils ne souffrent pas de ça. J'en parlerai après des difficultés, mais c'est surtout parce qu'on va valoriser, en fait, encore une fois, le fait de se spécialiser et qu'on ne va pas comprendre qu'ils aient besoin de beaucoup de choses pour s'épanouir. En fait, c'est surtout ça. Par contre, si derrière, il y a des difficultés concrètes dans l'engagement, dans la mémorisation, dans la concentration, pour mener à bien un projet, quel qu'il soit, là, il faut aller chercher la cause qu'il y a derrière, en fait. Mais la multipotentialité, encore une fois, je pense que ça va apporter, en fait, une intensité supplémentaire. C'est-à-dire que si de base, en fait, vous avez tendance à procrastiner, à vous éparpiller, la multipotentialité, même si elle n'est pas la cause, elle va, en fait, rajouter de la difficulté pour effectivement mener à bien un projet. Et encore plus chez les personnes perfectionnistes, mais j'en reparlerai. Cinquième idée reçue, que j'entends souvent, c'est en fait que les personnes multipotentielles courent après quelque chose, un idéal qui n'existe pas, et que du coup ils ne peuvent pas équilibrer leur vie. Ça, j'en ai déjà entendu parler, il y a des coachs et tout qui ont dit ça. Alors, l'image d'une personne qui court du matin au soir, sans focus est courante, mais c'est pas du tout lié à la multipotentialité, pas du tout, parce que beaucoup de personnes multipotentielles gèrent très bien leur énergie, n'ont pas la sensation de s'éparpiller, en fait. Je pense que c'est des idées reçues qui renforcent quand même une certaine, je sais pas, de l'isolement social quand même, la sensation
d'être anormal, ou en fait que tout ça c'est un symptôme de quelque chose en fait. Mais ça peut augmenter ce sentiment de ne pas être compris. Alors que pas du tout. Encore une fois, beaucoup de personnes multipotentielles arrivent à équilibrer toutes leurs passions, tous leurs centres d'intérêt. En fait, oui, ils sont frustrés parce que ils aimeraient avoir des journées de 48 heures, mais bon, même si elles en avaient 48, ils arriveraient quand même à ne pas en avoir assez, parce qu'ils n'ont pas le temps de tout faire. Ils ont la sensation peut-être qu'une vie entière ne suffira pas à étancher toute leur soif et tout ce qu'ils ont envie de développer et expérimenter, ça c'est vrai. Mais pour autant, au-delà de cette frustration, ils arrivent à quand même équilibrer leur vie. Donc non, encore une fois, la multipotentialité ne génère pas un burn-out. Ça, c'est quand même hyper important de le dire. Et toutes ces idées reçues, elles ne sont pas anodines en fait, parce que je pense qu'elles perpétuent un narratif assez négatif de ce que c'est la multipotentialité. Et on en fait du coup quelque chose de symptomatique, comme si c'était quelque chose de négatif. Mais elle n'est pas douloureuse en pratique, d'accord ? Et attention, parce que tout ça, en fait, ça va influencer votre auto-perception, tous ces jugements extérieurs, et du coup, on comprend même plus ce que c'est la multipotentialité. Alors, je vais quand même parler des points de douleur, parce qu'il peut y en avoir, c'est vrai. Maintenant qu'on a dit qu'il y a quand même des idées reçues, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés lorsqu'il y a une multipotentialité, peut-être déjà qu'on ne réalise pas qu'on l'a. Ça, c'est toujours hyper important, et je l'ai toujours dit, mais le fait de bien se connaître, de bien se comprendre, de mettre les bons mots en fait sur réellement notre fonctionnement nous aide à trouver des solutions beaucoup plus perspicaces et qui vont avoir un véritable impact. Donc le fait de ne pas bien se connaître, le fait peut-être de ne pas comprendre ce que c'est la multipotentialité et de se noyer dans toutes ces idées reçues que j'expliquais précédemment. Et donc on va beaucoup plus aspirer et être beaucoup plus sensible au jugement des autres. Ça va avoir forcément des difficultés sur votre confiance en vous, sur la perception que vous avez de vous. Donc, mon idée, c'est quand même de montrer que la multipotentialité, c'est une force. Mais oui, elle peut générer certaines souffrances. La première, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Ça, c'est évident, et c'est pour ça que j'avais fait tout un atelier sur le syndrome de l'imposteur. Parce que, encore une fois, comme on est conditionné à se dire qu'on doit être expert d'un domaine, le fait de toucher un peu à tout, ça nous enlève la casquette de l'expert. À tort, encore une fois, c'est à tort. Mais du coup, on se dit, je touche un peu à tout, j'ai l'impression d'être un véritable couteau suisse, mais finalement, d'être reconnu dans un domaine. Et ce manque de reconnaissance alimente ce syndrome de l'imposteur. Il y a donc comme un conflit un peu interne, en fait. C'est-à-dire que les personnes multipotentielles ont beaucoup de centres d'intérêt, elles ont la sensation que ça leur va, mais au regard des autres, elles sont dispersées, mais elles ne le sont peut-être pas en fait. Peut-être qu'il y a un véritable lien avec tout ce qu'elles font. Mais encore une fois, elles sont trop soumises au regard de l'autre. Et du coup, avec ce syndrome de l'imposteur, elles doutent de leurs compétences, elles se disent qu'elles ne méritent pas leur succès, qu'elles n'en font pas assez. Et donc, il y a un sentiment parfois de gâchis permanent que j'entends auprès de ces personnes que j'accompagne, comme si leur talent était gaspillé parce qu'elles ne choisissaient pas la bonne voie, parce qu'elles n'étaient pas restées assez longtemps dans cette voie. Et ça érode en fait la confiance en elles, la confiance qu'elles ont aussi de peut-être retenter certaines choses, parce qu'elles disent « Ah, à quoi bon ?» Et ça peut même générer de l'anxiété, de la procrastination et des burn-out en fait, à se donner encore et encore et encore et à la sensation d'être jamais en fait à la hauteur. Par exemple, j'accompagne une personne qui était multipotentielle et qui excellait dans l'écriture, dans tout ce qui est la technologie aussi, dans les arts aussi. Mais elle se sentait totalement médiocre comparée en fait à des spécialistes dans tous ces domaines-là. Et ça l'a bloquée totalement dans ses projets. Donc c'est difficile à vivre parce que ça crée une boucle négative. Et que plus en fait, ces personnes, elles osent explorer des domaines, un nouveau domaine, plus elles se jugent. Et donc du coup, elles ne veulent plus explorer de nouveaux domaines parce qu'elles se disent, mais à quoi bon ? Parce qu'encore un autre qui va passer à la trappe, j'en ai un de plus et je vais pas aller au bout des choses, etc. Et donc, elles se bloquent dans ce mécanisme-là, alors que c'est justement le fait d'explorer de nouveaux domaines sans cesse qui les épanouissent. Du coup, en fait, vous comprendrez assez logiquement que le deuxième gros point de douleur, c'est finalement le regard des autres et tout ce qui est lié à la stigmatisation sociale. Dans un monde où la norme est d'avoir un métier pour la vie,
forcément que les personnes multipotentielles, elles sont vues comme instables et peu sérieuses. Avec des remarques comme « quoi, tu changes encore de travail, mais quand même, t'as de la chance, t'étais bien payé, mais c'est quoi ces caprices, tu nous fais la crise, je sais pas, trentaine, quarantaine, cinquantaine, vous mettez l'âge que vous voulez, tu te rends pas compte voilà, de la chance que t'as, moi si j'étais à ta place, bon, voilà. Etc., etc. En fait, tous ces jugements extérieurs, ça devient un vrai point de douleur majeur, car en fait, on aura tendance à s'isoler, à moins partager les passions du moment, nos centres d'intérêt du moment, à se mettre aussi la pression de se dire, vu que je tente un nouveau truc, pour montrer que c'est légitime que je tente un nouveau truc, il faut absolument que je sois très très bon dans ce nouveau truc, alors que potentiellement pas du tout. Et en se mettant la pression, en fait, ils n'y arrivent pas du tout. Les gens, en fait, peuvent vous accuser de vous éparpiller et de se dire, en fait, c'est pour ça que tu as échoué, c'est parce que tu t'es éparpillé. Pareil, les personnes multipotentielles, je les accompagne souvent sur des projets pro, et en fait, elles ont souvent plusieurs projets pro. Ou bien elles ont besoin de faire des études en même temps que leur travail, que leur vie de famille. Et comme pour la plupart des gens, ça paraît dingue, en fait, elles se disent, c'est vrai que ça paraît beaucoup, je ne vais pas y arriver. Peut-être que pour les autres, effectivement, mais est-ce que pour toi, c'est pas la meilleure des solutions pour justement être épanoui? Parfois, en mettant justement pas ses œufs dans le même panier, on est beaucoup moins stressé et oppressé. Parce qu'on se dit, imaginons qu'au travail, ça se passe pas très bien en ce moment, c'est pas grave, j'ai mon deuxième job, ou c'est pas grave, de toute façon, je suis en train de reprendre mes études, et en fait, je sais pourquoi je continue malgré tout à travailler. C'est le temps que je sois diplômée, par exemple. Si, à côté de ça, je sais pas moi, dans vos reprises d'études, vous n'êtes pas sûr que dans vos partiels, vous allez réussir et ça vous met la pression, c'est pas grave, parce que malgré tout, vous avez quand même une vie active à côté, et donc pas trop de pression. Vous voyez, il y a aussi des avantages, en fait. Mais comme tout le monde vous dit, non, mais tu en fais trop aussi, c'est pas possible, tu vas te mettre en échec, en fait, on y croit. C'est vraiment le regard des autres, de leur propre réalité, qui va vous faire douter de vous. Il y a aussi cette solitude relationnelle, parce qu'en fait, si à chaque fois que vous vous intéressez à une nouvelle thématique, on vous dit quoi encore, mais tu veux pas te poser, arrêter à un moment donné, être un peu plus sérieux, vous n'allez plus partager. Et si vous allez réussir ou si vous allez échouer, vous n'allez pas trouver le soutien ou le regard ou la compassion ou les félicitations ou tout ça, en fait, auprès des autres. Que ça soit dans la relation amoureuse ou amicale, en fait, vous êtes peut-être perçus comme des personnes trop changeantes, difficiles en fait de créer du coup une construction durable et authentique si vous ne pouvez pas être totalement vous-même en fait. Je pense que ça renforce un sentiment, donc on a dit de solitude, mais aussi d'inéquation. De se dire, je rentre pas dans les cases, je suis pas normale en fait. Et ça va alimenter ce complexe de l'imposteur précédemment aussi, dont je vous ai parlé, parce que vous allez essayer de paraître normaux, d'être un peu comme quelqu'un d'autre. Et donc, vous allez vous mettre la pression, en fait. Vous allez vous suradapter, vous allez vous épuiser, vous allez vous mettre d'autant plus la pression. Voilà. Donc, il en découle un troisième point de douleur. C'est donc effectivement une perception d'expertise vue négativement et la difficulté à s'engager. Comme vous excellez dans plusieurs domaines, la société valorisant les experts certifiés, entre guillemets, avec une carrière plutôt linéaire, du coup, derrière, on va vous sous-estimer. Oui, c'est sûr, tu sais un peu de tout, mais voilà, t'es pas non plus expert dans le domaine. Voilà, il y a des choses comme ça. Et en fait, ça peut générer aussi, je pense, une peur de s'engager dans quelque chose. Il y a tellement d'options que vous ne savez pas quoi choisir. Et que choisir pour vous, c'est vraiment vous priver. Et je le vois par exemple dès le collège ou le lycée où il faut choisir une carrière, enfin pas une carrière professionnelle, pardon, mais il faut déjà choisir par exemple une spécialisation ou un bac ou un truc comme ça. Et la personne, elle est douée un peu dans tout, elle a des capacités dans tout, elle ne sait pas quoi choisir en fait. Et la sensation, elle a peur de prendre la mauvaise décision et le mauvais choix. Et ça peut générer de la procrastination en fait. C'est pour ça que je disais la difficulté à s'engager, ça génère de la procrastination. C'est se dire, mais je ne sais pas quoi faire, je préfère du coup réfléchir, repenser. Et n'oubliez pas, j'en ai parlé dans des podcasts précédents, mais la procrastination active, c'est le fait de passer tout son temps à organiser, à réfléchir avant de passer à l'action. Et en fait, on reste bloqué dans cette phase. Et les personnes qui ont énormément peur de choisir, elles vont passer beaucoup de temps à procrastiner dans la procrastination active parce qu'elles vont sans cesse se dire bon, je vais repenser à ça, je vais essayer de voir toutes mes options, tous les côtés positifs, négatifs, les avantages, les inconvénients. Elles vont y passer un temps fou en fait, un temps fou qui ne leur permettent pas à un moment donné de passer à l'action et de vérifier leurs hypothèses et de voir si effectivement ça convient ou ça convient pas. Donc
La dernière grosse difficulté pour moi, c'est tout ce qui est dispersion et donc épuisement, bien évidemment. La curiosité, comme elle est infinie et qu'elle n'a aucune limite, ça peut générer de la surcharge. C'est un peu ce risque de burn-out en fait. C'est cette peur de si je ne choisis pas, je raterai tout, alors il faut que je fasse tout. L'épuisement peut être aussi émotionnel et ça peut générer de l'anxiété par rapport à l'avenir. Oh là là, encore une fois, si je fais le mauvais choix parce qu'il faut absolument... Mais qui vous dit qu'il faut faire un choix en fait? Absolument pas. Mais c'est hyper intéressant toute la déconstruction qu'il faut faire lorsqu'on est multipotentiel en fait. Parce que tout simplement les personnes multipotentielles ne savent pas ce que c'est et ne savent pas comment en fait évoluer avec ça. Mais je vous ferai tout un épisode de podcast pour vous parler de ça. Ça sera je pense dans 15 jours du coup. Vous aurez un deuxième épisode où je vais vous expliquer justement comment découvrir votre propre multipotentialité et quoi en faire en fait de manière concrète. Donc si cet épisode vous parle, je ne vous laisse pas là-dessus, c'est juste que j'ai peur que les épisodes soient beaucoup trop longs sinon. Donc ce qui va être important, c'est de garder en tête déjà plusieurs choses. La première, c'est que ça ne veut pas forcément dire que vous êtes atypique, d'accord ? La multipotentialité, la définition, c'est vraiment la capacité d'une personne à exceller dans plusieurs domaines distincts, qui est motivée par la curiosité, par la polyvalence. C'est des personnes qui savent vraiment s'adapter aussi. Ça peut être associé à des profils atypiques parce qu'il y a cette curiosité, voilà, il y a cette hyperactivité mentale. Ça peut faire penser au HPI ou au TDAH. Mais encore une fois, pas forcément de lien. Ça peut aussi faire penser à l'hypersensibilité, bien sûr, mais encore une fois, pas forcément de lien. Les liens qu'on peut faire, par contre, parce qu'il y en a eu dans la littérature scientifique, on voit beaucoup de multipotentialité, effectivement, chez les personnes HPI. Parce qu'il y a cette envie tout le temps de développer ses connaissances, de se pousser, en fait. Ils ont aussi cette envie d'exceller, en fait, d'aller plus loin, en fait, dans ce qu'ils savent. Et quand ils en savent assez, comme il y a un ennui assez rapide au niveau du cerveau, ils vont aller chercher autre chose, hein, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, il y a un lien aussi entre le HPI et la créativité. Créativité qui est très très présente chez les personnes multipotentielles. Avec le TDAH, on voit un lien, il est peut-être un peu plus modéré, mais on voit un lien notamment dans l'hyperfocalisation. Les personnes TDAH, en fait, elles ont, on dit souvent qu'elles ont un problème de concentration, mais lorsqu'elles sont très très passionnées par un sujet, elles sont tellement en hyperfocalisation qu'elles peuvent en oublier de manger, d'aller aux toilettes, d'aller chercher leurs enfants à l'école. Il y en a beaucoup qui témoignent de ça. Et c'est vrai que quand on est hyper focus, c'est comme si on absorbait énormément de connaissances en fait. Et là aussi, une personne multipotentielle, elle absorbe beaucoup de connaissances en fait dans un très peu de temps aussi, c'est assez incroyable. Il y a une revue qui a fait le lien entre les deux, mais encore une fois, dans certaines situations. Et c'est souvent parce que la personne TDAH a un HPI en fait en plus. Donc à mon sens, c'est plus lié à le HPI que le TDAH, d'accord ? En ce qui concerne l'hypersensibilité, parce qu'on pose souvent la question, là, scientifiquement, c'est assez faible, le lien entre les deux. Je pense encore une fois que c'est parce que la personne hypersensible est aussi HPI, d'où le lien avec la multipotentialité. Bon, en tout cas, même si on peut faire un lien, ça ne veut pas dire que c'est automatique, d'accord ? Ça, il faut vraiment, vraiment se le dire. Et je pense que si beaucoup de personnes confondent ces concepts, c'est parce que tout simplement, il faut comprendre que les atypies, c'est pas des cases. Il faut les voir plutôt comme les anneaux, vous savez, les anneaux des Jeux Olympiques. Ils s'entrecroisent en fait les uns les autres. Parce qu'il y a des caractéristiques qu'on retrouve dans plusieurs en fait atypies différentes. Et les personnes qui ont été formées avec moi, elles savent. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les formations qu'il y a en cours ou pour l'année prochaine, si jamais. Mais voilà, bon, j'espère que c'est plus clair en tout cas pour vous de ce que c'est que ça n'est pas une multipotentialité. N'hésitez pas à partager cet épisode de cet épisode aux personnes qui s'interrogent. Je vous mettrai mes références des livres, bien sûr, si ça vous intéresse. Et sinon, comme je vous disais, il y a la formation Femmes atypiques et multipotentielles qui s'adresse aux personnes qui ont tendance à procrastiner, à s'éparpiller, qui ont un profil de personne multipotentielle, mais qui n'arrivent pas en fait à en faire un atout, qui n'arrivent pas à le développer, parce que derrière, il y a un manque de confiance, il y a un syndrome de l'imposteur, il y a cette procrastination active qui prend beaucoup de place, et du coup, elles en souffrent parce que elles ont la sensation de jamais aboutir dans leur projet, et ça, effectivement, ça met en mal. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos, et je vous fais un autre épisode de podcast
pour essayer de vous parler aussi des points hyper positifs et comment on peut le développer et comment surtout on peut être au clair sur comment moi, ma multipotentialité, elle se colore avec mes atypies, avec mes particularités et avec qui je suis. Et du coup, qu'est-ce que je peux en faire? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. Qu'on soit multipotentiel ou non, bien évidemment. Les gens qui ne le sont pas, ils sont aussi très très bien. Voilà. Il n'y a pas de mieux ou il n'y a pas de moins bien. Hein. On est tous différents et c'est ça qui est parfait. Et sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.